Bonjour Daniel. Bonjour. Donc ça fait quelques jours que tu nous fais visiter ton château, que tu nous parles de ta mémoire, de tout ce que tu as travaillé. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, et je te remercie, que nous puissions parler un peu d'alchimie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, des moins jeunes, s'intéressent à l'alchimie, à ce qui se dit sur l'alchimie. Et j'ai constaté, dans le peu de personnes que j'ai rencontrées, mais on constate dans tous les livres, souvent il est dit que les alchimistes passent toute leur vie à chercher, certains perdent leur fortune pour chercher la matière première, ne savent pas avec quoi commencer, ne savent pas quelles sont les bonnes opérations. Et tu as été orfèvre, tu as travaillé les métaux t'ont appris le geste, ils t'ont appris sûrement plus que ça. Qu'aurais-tu à dire pour des jeunes chercheurs en alchimie ? D'abord, pour s'intéresser à l'alchimie, il faut avoir la foi en l'alchimie. Pour avoir la foi en l'alchimie, il faut avoir une certitude. Pour avoir une certitude, il faut aller chercher la transmutation authentique par un maître ou autre. Ça, c'est pas possible, moi je ne connais pas, mais par des transmutations célèbres, avec des gens qui ont authentifié, des gens sérieux qui ont authentifié, comme on a parlé d'Helvétius la dernière fois, eh bien, il faut retrouver, à partir de la transmutation, remonter qui a fait cette transmutation, dans quelles conditions ça s'est fait, et puis après, on va chercher la source de tout ça. Donc implicitement, tu es en train de nous dire, bon, d'une part, l'alchimie, c'est pas de la psychologie, c'est pas du développement personnel, c'est du travail des métaux, c'est du concret. Du concret. Et tant qu'à être concret, cherchons, chez les anciens, j'imagine, qui a fait la pierre. Alors, qui a fait la pierre, ça on n'en sait rien. Mais comme disait, Sodi, c'est l'écho d'une science perdue. Alors, ça c'est perdu tellement loin, on ne sait pas. Mais déjà, comme il y a ça s'est transmis, eh bien, on va aller chercher une source de cette transmission. Oui. Et, par exemple, il y a une tradition que l'on a tout à fait authentifiée, des gens comme Bernard Husson, par les transmutations alchimiques, et il a bien compris qu'il fallait aller chercher les transmutations alchimiques, c'est-à-dire les médailles qui ont été frappées, avec quels sont les personnages qui étaient autour, qui ont été témoins. C'est-à-dire, il y a un musée, je crois que c'est à Bâle, en Suisse, et où il y a ces médailles qui sont exposées. Eh bien, il y a non seulement une médaille, mais il y a un morceau de pierre de transmutation qui a été faite, avec une transmutation qui a été faite à Bassora en 1814. C'est le colonel MacDonald qui faisait une promenade au Moyen-Orient et qui s'était arrêté à Bassora chez un docteur qui s'appelait Colquhoun. Et pendant sa visite, il y a eu la visite d'un Arabe qui est venu demander protection au docteur Colquhoun en disant, voilà, je sors d'une prison du Tchèque et où j'étais en prison et ils m'ont torturé et ils veulent me faire livrer mon secret, mais si vous me donnez protection, et là il est venu demander la protection des Anglais, oui. Si vous me donnez votre protection, je vous livrerai mon secret, mais pour vous montrer que je ne suis pas un souffleur ou un rigolo, eh bien, je vais revenir avec un mortier, un creuset, et je vais vous faire une transmutation, et ensuite, je vous livrerai mon secret si vous me protégez. Et donc il était en prison, emprisonné, parce qu'il voulait lui soutirer le secret de la fabrication de la pierre philosophale. La fabrication de la pierre philosophale. Alors, là, nous avons une description complète de l'histoire de cette transmutation, et c'est ça qui est très important. Et c'est de là qu'il faut partir. Moi, je suis parti aussi de là, parce que c'est quelque chose de très concret. Oui. Hein. Alors, où on retrouve une similitude avec Helvétius, aussi avec toutes les transmutations qui sont célèbres. Mais là, il y a des précisions qui sont vraiment très intéressantes à montrer. Alors, il est revenu avec son creuset, avec ses charbons, qui étaient déjà chauds, et il a demandé au docteur Colquhoun de lui donner du plomb. Oui. Comme il n'y avait pas de plomb, ils ont cherché, ils ont trouvé dans un tiroir 4 balles
de revolver. Et puis ils ont mis les balles, les balles même avec la poudre, dans le creuset, etc. Il a chauffé. Il a sorti de sa poche un petit morceau de papier et il y avait dedans de la poudre blanche. Enfin, c'était blanc, mais pas tout à fait blanc. Hein. Et il a projeté tout ça sur le plomb. Donc cet arabe qui s'était enfui. Qui était là. Et donc il met un peu de poudre blanche dans ce plomb en fusion. Et il laisse un quart d'heure, etc. Et puis, il ne touche pas du tout le creuset. Et c'est le docteur Colquhoun et le colonel MacDonald qui, là, ensuite, va sortir le plomb qu'il avait posé au préalable. Et il voit que c'est le même poids. Et ça, c'est très intéressant de retrouver le même poids. Comme quoi, il n'y a pas de superstition, parce qu'il ne pouvait pas savoir le poids du plomb avant. Oui. Et ensuite, eh bien, les balles sont transformées en or. Alors évidemment, il le fait vérifier. Il a eu une transmutation d'or sous leur nez. Et cet or, évidemment, ensuite, le brave homme, il est rentré chez lui, il a été enlevé, il a disparu. Ces misères ne se sont pas arrêtées. Comme quoi, de l'arabe, oui. Comme quoi le secret, c'est très lourd à porter, hein, ça coûte très cher. Et puis le pauvre a disparu. Mais il a disparu. Oui, mais le colonel, il a rapporté tout ça, et le résultat de cette transmutation, c'est au British Museum, dans la collection des médailles, et à l'origine, j'avais fait faire les photos, et quelqu'un qui était allé sur place avait dit non seulement c'est en or, mais on voit en même temps des restants de matière rouge. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'était de la poudre blanche qui a été mise. Oui. Mais c'est une poudre blanche que l'on retrouve avec Van Helmont, que l'on retrouve même avec Finder, quand il a fait les fouilles au Mont Sérabit, donc du temple le plus ancien d'Égypte, il avait promis d'en donner la composition. Nous l'attendons toujours. et alors, cette médaille, elle existe. Alors, j'en ai la photo, j'ai les numéros, tout ça. Mais à quelle époque tout ceci s'est fait ? C'est fait en 1814. Donc, on a un témoignage de base avec des gens qui ont pu connaître l'histoire et qui ont la matière, non seulement en restant de matière philosophale, mais en même temps de l'or, qui était du plomb qui a été donné, transmuté en or. Donc si j'ai bien compris, cette manipulation de la fusion du plomb, on rajoute cette poudre blanche qui avait été rapportée. On projette cette poudre blanche, mais il n'a pas fallu un cérémoniel, une initiation, un état particulier, une éthique, une morale particulière. C'est-à-dire, on retrouve ce que disent certains anciens traités, c'est-à-dire que dans ce court moment, tu as dit un quart d'heure ou... Oui, un quart d'heure. Dans ce court moment, eh bien, a été réalisé quelque chose que la nature aurait fait très très longtemps. En des milliers d'années, des millions d'années. Donc si on a la poudre, on n'est pas obligé d'être alchimiste ou adepte. L'opération se fait comme une opération... Avec le feu. Avec le feu, comme une opération de métallurgie. Tout à fait. Pour autant qu'on ait la poudre. Voilà, c'est là qui est le problème. Donc d'une certaine façon, il n'y a pas besoin d'être alchimiste pour faire la transmutation, voilà. Mais par contre, il faut la poudre. Mais il ne faut pas oublier que les anciens, la pierre philosophale, ils l'appelaient une teinture. Tu me rappelles cette histoire de Colquhoun et de MacDonald. Il me semble, mais peut-être que je fais des mélanges. Est-ce que c'est peut-être un mélange avec Sandy Vogius ou un autre traité que j'avais lu, que quelqu'un voulait le faire et ça n'a pas marché? Est-ce que c'est cette même histoire en transmutation? Oui, non. Est-ce que c'est où il avait piqué un morceau de pierre qu'on lui avait... Ah, ben c'est Helvétius. C'est Helvétius. Mais peux-tu raconter ça? Peux-tu raconter cette histoire? Mais parce que, justement, là, il dit bien qu'il l'a sorti d'un bout de papier. Donc il faut que cette poudre soit dans le papier, parce qu'autrement, si c'est la poudre qui est directement en contact avec le plomb en fusion, elle explose, elle part en l'air. Il faut que ça puisse pénétrer. Attends, raconte cette histoire, parce que... Que l'on retrouve avec fil à lettres, oui. C'est ou dans de la cire, ou dans du papier. Avant de le mettre dans le métal. Pour le projeter sur le plomb. Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Si on ne le fait pas, ça lui pète à la figure, comme l'histoire d'Helvétius.
Ça me pète à la figure. C'est pour ça qu'il a sorti ce bout de papier. C'est la même chose. C'est cette similitude entre le veau d'or, qui est de l'histoire d'Helvétius, et celle de Bassorah, qui m'a dit c'est authentique, c'est pas possible que ce soit autrement. Oui. Parce qu'il y avait quand même un colonel, il était venu demander protection aux Anglais, etc. Et donc cette poudre blanche ou poudre rouge, cette poudre de projection, est un matériau ou un métal, enfin c'est de la pierre philosophale, un métal extrêmement réactif, ou induisant une réaction extrêmement rapide. Oui, puisque un tout petit grain va être transformé facilement. Pour l'affaire, par exemple, d'Helvétius, c'était 3 onces, c'était presque une centaine de grammes, quoi. Il faudrait reprendre l'histoire de Colquhoun. La transmutation, c'est 3 balles, hein, c'est pas... Oui, ça fait et donc, un tout petit bout. Un tout petit bout. Alors c'est fascinant, Daniel, comment tu parles de l'alchimie, parce qu'on sent bien ton métier de métallurgiste et ton intérêt pour toutes ces traditions, et notamment la tradition alchimique. Oui. Alors j'aime bien poser une question que je pose souvent. Je te la pose si tu veux bien. Lorsqu'on travaille les métaux, on apprend les techniques, on retrouve, j'imagine, toutes ces techniques de la métallurgie des anciens. Et une question que je pose souvent, à partir de quand l'opération qui extérieurement est de la métallurgie ou de la métallurgie fine devient de l'alchimie? Mais on met le mot alchimie, ça ne veut pas dire hal, Dieu, comme certains disent, la chimie de Dieu. Oui. Non, ça veut dire la chimie, c'est de la chimie. Mais c'est une chimie qui a une source et des connaissances que nous n'avons pas encore. D'accord. Puisqu'elle est perdue. Et nous l'avons reçue en témoignage de ce que doit devenir l'humanité. C'est un lieu de passage de connaissances. Si c'est initiatique, c'est que l'on va transmettre une connaissance et on est comme dans un tunnel, hein, on rentre avec une lumière, puis on va sortir avec une autre. Alors je reviens sur ce que tu dis là. Tu dis c'est une connaissance que nous avons reçue, mais surtout en ce qui nous concerne de nos jours, c'est une connaissance qui a été perdue. Oui. Mais il y a les traités des anciens. Et dans le traité des anciens, on retrouve donc les transmutations dont tu as parlé, puis ensuite on trouve d'autres opérations, et puis au fur et à mesure des siècles, ça se perd. Vers le 18e, 19e, ça devient presque plus que philosophique, et on ne parle presque plus de métallurgie. Parce qu'ils ne parlent pas de transmutation, de concret. Du concret. Alors je vais revenir au concret, parce que tu as, dans cette question, où je t'ai dit à partir de quand c'est de la métallurgie ou c'est de l'alchimie, et tu as donné 2 indications très riches, et qui viennent du métier, c'est que il y a 2 aspects qui sont perdus, j'imagine. C'est la fabrication de la poudre de projection, qui est la fabrication de la pierre philosophale, qui est un secret perdu ou que certains retrouvent. Et il y a le processus, ensuite, qui ressemble à de la métallurgie. Lorsqu'on fait la projection sur le métal, il se passe quelque chose dans le métal, et ça aussi c'est perdu, puisque ça ne rentre pas dans la chimie de Lavoisier. Lavoisier, il a remis les choses en place quant à l'histoire du phlogistique, c'est-à-dire du feu que possédaient les métaux. Oui. Et il a démontré que c'était de l'oxydation, parce que c'était un poids. Comme disait Bacon, tout a un poids. Donc il s'est aperçu que l'air avait un poids, donc l'oxydation d'un métal faisait un poids, donc modifiait la densité de la matière. Alors, ça a éliminé des quantités de spéculations du feu que l'on va faire pénétrer, qui va modifier, etc. Le feu secret. Le feu, c'est un état de la matière. La preuve, c'est que quand on fait chauffer un métal, il va fondre. Oui. Il va devenir liquide. Oui. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y en avait un qui n'avait même pas besoin de chauffer, c'était le mercure, qui naturellement était liquide. Oui. Et puis, ils se sont aperçus qu'ils avaient différentes propriétés. Et Lavoisier, il a simplifié les choses. Mais on est revenu à une idée que la matière, c'est quelque chose qu'on va tout expliquer. Mais quand on a le poids atomique d'un métal égale propriété, à quelque chose près, le mercure, le plomb et l'or ont des isotopes communs. Oui.
l'or, il est jaune, ils font à 1080 degrés, le mercure à moins 50, il est liquide, et le plomb, il est horrible, il est encore plus loin. Moche, il fait, bon, densité, il fait presque 13, mais l'autre 18. Non, donc le poids atomique ne détermine pas la propriété chimique. Les vertus ou les propriétés physico-chimiques. Donc c'est complètement incomplet. Oui. Donc l'alchimie, justement, prend en compte ça. Alors là, tu parles d'alchimie et tu parles d'isotopes, donc on fait des bonds de plusieurs siècles, que peut-être les anciens connaissaient sous d'autres noms. Oui. Non, je ne pense pas qu'ils connaissaient, puisque c'est un truc. C'est une technique qui a été transmise. Hein, donc la transmutation qui suit l'introduction de la poudre de projection serait, dans ce que j'entends, une réaction peut-être de fusion atomique lente où il y a disons à basse énergie. Une transformation à basse énergie, mais ça veut dire que c'est quand même le noyau de ces atomes qui change. Et oui, puisque l'or sert de modèle. Il va servir de modèle. Ouais. Alors la fusion froide, on en a parlé il y a une vingtaine, trentaine d'années, peut-être plus déjà, mais derrière la fusion froide ou derrière la fusion chaude, il y a quand même, dans les équations actuelles, un très grand dégagement d'énergie. C'est donc pas la même méthode. Dont ne parlent pas les alchimistes. Ils disent bien qu'il faut faire attention à la morsure de l'or, il faut faire attention que ça ne saute pas au nez. Et d'après toi, que devient cette énergie ? Eh bien, dans la mesure où la nature sait faire, Kerbrand, hein, et il empêchait ses poules de manger des petits grains de sable, il n'avait plus de calcaire. Et lorsque les œufs devenaient tout mous, il donnait du magnésium et la poule, elle savait faire la transmutation du magnésium en calcium. C'est extraordinaire. Oui. Bon, la poule était une alchimiste. Oui. Voilà. J'avais parcouru ces travaux à un moment donné. Mais oui, c'est extraordinaire. Donc la nature sait faire cette transmutation à basse énergie. La conclusion de Kerbrand, c'est ça ? Kerbrand, c'était que quelque chose dans la poule, et sans doute la nature en œuvre dans la poule, réalisait des transmutations froides. Parce qu'on retrouvait dans l'œuf des atomes qu'elle n'avait pas mangés, qu'elle n'avait pas picorés. Et je crois bien que des études similaires, peut-être secrètes ou pas, chez des ouvriers qui travaillaient dans le désert, où il faisait 50 degrés. Or, le corps doit rester à 37. Alors, en général, le processus de 37 degrés, c'est la sudation, on transpire, on refroidit le corps. Mais cette étude semblait montrer qu'à un moment donné, l'absorption de l'énergie pour garder le corps à 37 degrés ne suffit plus en transpirant. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à dégager l'énergie juste par la transpiration. Et il serait possible que le corps, comme la poule, puisse opérer des transmutations à faible énergie pour absorber l'énergie et garder le corps à 37 degrés. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est pour dire que la nature sait faire. La nature sait faire des transmutations à basse énergie. Eh bien, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut imiter la nature. Et on observe, il y a l'orogénèse, il y a des quantités de chambres. Pourquoi autour d'une mine d'or, on trouve toujours les mêmes métaux ? Par exemple, l'or est toujours associé avec de l'argent. Hein, et puis, ils ont observé. Et puis voilà. Et puis, il y a eu une science supérieure qui a donné une technique pour dire, attention, vous allez voir ce que nous savons faire. Et on a transmis une connaissance qui a été transmise même par le baptême. L'histoire du baptême, c'est pas autre chose que de l'alchimie. Hein. Si tu veux, on peut en parler. Alors j'aimerais entendre cette analogie entre le baptême, qui est quand même un rite chrétien très ancien, et Tertullien fait la liaison entre le baptême des anciens et le baptême des modernes. Et comment toi, en tant qu'orfèvre, tu fais la liaison entre les métaux, les machins, et puis l'huile, le baptême. Je veux bien qu'on prenne ce moment. On y va. Allez. Allez, c'est marrant. Mais le problème du baptême... Alors, Tertullien dit qu'entre le baptême des païens et le baptême des chrétiens, c'est simplement que l'eau, elle est bénite. Alors qu'avant, elle était la rivière ou l'Ustral. Naissante. Elle venait du ciel, de toute façon. Mais la symbolique, elle est toujours la même. Oui. Hein, on va extraire le minerai de sa mine,
Mais il y a des arseniques avec. Oui. Et si tu chauffes tout ça, tu fais de l'acide arsénieux, tu te refais une santé. Hein. Oui, Quelques bonjour les instants poumons. après, bonjour au suivant à la caisse. Eh bien, alors, il fallait le laver, le minerai. Alors, il le broyait, il le lavait, etc. Dans la rivière, Dans la rivière ou dans un bassin. à l'eau, à la fontaine. Oui, à la fontaine. Non, il ne faut pas aller chercher des choses extraordinaires. On le lavait, donc les arsenics étaient dissous, Oui. parce que l'arsenic a la propriété d'être dissous dans l'eau. Il ne fallait pas la faire bouillir pour te servir de thé, hein, parce qu'autrement c'est pareil. Oui. Et ensuite, cet arsenic, ce minerai, tu le mets dans le creuset. Oui. Dans le creuset, eh bien, tu vas mettre dessus des espèces de graisse ou des, enfin, les trucs qu'ils avaient pour empêcher les oxydations de surface. Ah, d'accord. On met le feu, on allume, et puis dessus, une fois que c'est chaud, qu'est-ce qu'on jette? Du salpêtre. Du salpêtre sur le creuset. Sur le minerai. Sur le minerai. Et on sépare le minéralisateur du métal. Comme le métal est plus lourd, il va au fond, et le minéralisateur, il monte à la surface. Hein, on retourne tout ça. Bon. On tape sur le creuset. Oui, on démoule. On démoule. On démoule. Et après, on a un ensemble avec ce qu'on appelle la tête morte, qui est à l'envers, hein, et puis du métal. On donne un coup de maillet ou un coup de marteau, ça n'a pas d'importance, et on sépare le pur de l'impur. Donc ça, c'est la partie métallurgique. Voilà, on a classique. Séparé le péché originel. Alors, attends. Donc je reprends, je ne suis pas ménagiste. Donc on prend les métaux dans la mine, hein, comme on le voit dans les gravures alchimiques, il y a toujours un trou dans une montagne. On prend les métaux naissants, on les lave pour enlever les arsenics qui nous empoisonneraient à l'eau. On le met dans un creuset en vue de le chauffer, on met un peu d'huile pour éviter que ça s'oxyde. Ouais. Une fois que c'est chaud, on rajoute du salpêtre, tu as dit? On projette du salpêtre. On projette du salpêtre dessus. Encore le fameux nitre. Le fameux nitre. Il se passe une réaction entre le... Encore l'azote, hein, qui est le principe de vie. Ah oui. Il se passe une réaction entre le salpêtre et le minerai. Par répulsion ou attraction chimique, les impuretés sont plus ou moins drainées ou fixées par le salpêtre. Voilà. Et ensuite, tu laisses refroidir. Il y a une petite explosion qui se fait. Une petite explosion? Ah oui, petite explosion. Et ensuite... une petite réaction chimique. Petite réaction chimique, mais assez rapide. On trouve dans le fond du creuset le métal. Ouais. Sur le haut du creuset, les scories, les impuretés, les scories. Voilà. Tu démoules, et donc tu as ta petite... et puis, dernier coup, tu enlèves... Tu sépares le pur de l'impur. Tu sépares le pur de l'impur. Avec une baffe. Avec une baffe. Et on a un métal. Tu as le métal, et puis tu as le minéralisateur. Puis après, il faudra les purer. Et donc là, c'est la purification du métal. Voilà, c'est le baptême. Et alors fais-moi le lien, si tu veux bien, avec le baptême. Le baptême, c'est à l'envers, parce qu'au lieu d'avoir un creuset comme ça, tu as un creuset à l'envers. Non, mais les baptistères... Mais explique-moi le lien entre la mine, le sel, l'huile, par rapport au baptême. L'être va naître. L'être va naître. Alors on va le laver. On va le laver. Mais c'est à l'extérieur. Les baptistères rentrent après l'an 1000 dans les églises. Avant, c'était à l'extérieur. D'accord. Donc on a un enfant qui sort du ventre de sa mère. On le lave. On va le laver. Ensuite, il va rentrer dans l'église. Dans le temple, hein, etc. Il rentre dedans. On va lui faire des onctions. L'huile, oui. On va lui mettre... Le sel sur la langue, exact. Et on allume une bougie. On a le feu, on a le sel, on a l'huile, on a tout. C'est exactement comme la purification du métal. Et puis après, une fois que tu as séparé l'or, l'argent, etc., tu vas faire la fusion des deux et tu as disons 2 parts d'or et 1 part d'argent, 2 points, et puis tu as l'électrum. Oui. Alors attends, tu allais plus loin que ce qu'on disait. C'est le mariage. À quel moment dans le baptême? Non, pardon. À quel moment dans le baptême il y a cette séparation du métal et puis la confirmation du baptême, c'est quand le prêtre va donner une baffe pour le rappeler son baptême. C'est la confirmation. Le sacrement de la confirmation. Le sacrement de la confirmation. Ah oui. Excuse-moi, je t'écoute. Oui, c'est tout. Non, et puis même, on peut retourner. À la mort, c'est le retour à la mine. Donc, tu as dit que l'alchimie, parmi d'autres traditions,
est une science qu'on nous a donnée, mais qui a été transmise peut-être par des gens qui ne savent pas, mais en tout cas on retrouve des traités, et eux savent de quoi on parle. Mais c'était les secrets des anciens. C'était les secrets des anciens. Eh oui. Alors il y a autre chose, Daniel, qui surgit, mais les mystères. Les mystères des anciens, oui. Mystères. Mais dans tout ce que tu dis, là, et c'est fascinant, hein, on sent le métier, dans ce que tu dis, dans les livres, on entend souvent, enfin on lit souvent que l'alchimiste, en fait, il met autour de lui, dans le creuset, dans la matière, les conditions nécessaires pour que la nature fasse ses opérations. C'est pour ça qu'il faut que le vase il soit scellé. Et donc c'est la nature qui travaille. C'est la nature qui travaille. Et l'alchimiste ne fait que de créer les conditions nécessaires pour que la nature travaille. Une fois que c'est dans l'œuf, c'est un travail de femme et d'enfant. De femme et d'enfant. Et pas nécessairement un travail d'initié, de mystique, c'est un travail de cuisson. C'est l'œuf qui va être couvé et qui va naître et qui va évoluer. Ouais. Alors, il y a les deux voies, hein, la voie sèche, la voie humide, et puis il y a l'évolution de la matière qui se fait d'une certaine façon avec le noir, hein, la putréfaction, ensuite le blanc, et puis on a une petite partie qui devient un petit peu jaunâtre, c'est là où le blanc peut être jaunâtre, c'est peut-être certainement à ce moment-là, et là, il est fixé quand il devient vraiment rouge. Hein, et ces opérations, alors ça, tu as l'opération première qui va faire le sel, qui donne à la matière un état particulier, hein, puisque c'est vitré. Tu parles de la matière nécessaire pour la fabrication de la pierre philosophale. C'est le premier sel, oui. qui va être utilisé pour fabriquer le mercure philosophique. Et le mercure philosophique, une fois qu'il a été réalisé, on y met de l'or, puisque c'est le mâle qui va féconder la femelle, hein, c'est l'histoire du couple, hein, et à ce moment-là, eh bien, va naître la pierre, enfin la teinture, comme disaient les anciens. La teinture, la teinture. Et puis, ce qui est l'alchimie, c'est cette succession de circulations qui vont être faits. Alors on va avoir la pierre du premier degré, la pierre du deuxième degré, l'élixir, etc. Ouais. Parce que la première, elle n'est pas transmutatoire. Donc en fait, l'alchimie, on le savait, mais je le répète, l'alchimie, c'est la préparation de la pierre philosophale. Avec cette phase, alors souvent on parle des 3 phases, tu en as parlé. Ouais. La phase au noir, c'est préparation du sel, qui sera nécessaire. Ah non, le sel, c'est une préparation, c'est déjà un état particulier de la matière. Hein. Déjà. Ah oui, sinon tu fais de la chimie classique. D'accord. Ensuite, on prend cette même matière, j'imagine qu'on rajoute rien, ou on dit souvent qu'il ne faut plus rien rajouter. Elle transforme. Il faut déjà pouvoir faire ton mercure philosophique. Si tu ne fais pas ton mercure philosophique, ça ne va pas naître, hein, tu ne vas rien faire, ça ne va pas évoluer. Ouais. Et une fois que tu as ton mercure philosophique, il faut mettre l'or. Il faut mettre l'or en tant que germe. Oui, c'est le mâle. C'est le mâle. Qui va féconder. Et ils disent bien tous, si tu veux un chien, un chiot, tu vas prendre un chien et une chienne, tu ne vas pas prendre une chatte. Voilà, hein, bon, ça ne marcherait pas. Oui. Eh ben, nous, c'est pareil. Voilà. Et ils partent du principe que la base des métaux, ont tous la même mer. C'est ce fameux mercure, hein, qui est la faculté de faire miroir et être liquidus. Et de pouvoir être ductile, pouvoir être... Tu as parlé de la voie sèche, de la voie humide, mais ce sont toutes les deux des voies métalliques. Ouais, voilà, il y en a une qui utilise le mercure, l'autre qui ne l'utilise pas. D'accord, mais métallique. Oui, alors il y en a une, c'est pour ça qu'on le dit sèche, parce que ça part directement d'autres métaux. D'autres métaux. Daniel, tu viens de nous faire un résumé, là, qui est tout à fait dans l'esprit hermétique. On comprend tous les mots, on comprend toutes les phrases, mais de là à comprendre de quoi il s'agit, c'est autre chose. Avant tu as parlé du sel, tu as parlé du mercure. Je voudrais te poser des questions de base et tu réponds si tu le souhaites, dans le respect du secret des anciens. Que pourrais-tu dire sur ce sel dont tu as dit que ce n'était pas un sel, c'est un état de la matière
de la pierre. Oui, mais c'est ce que vont chercher tous les chimistes du XVIIIe siècle, comme Macquer, Lemery, Charras, etc. Ils tournent tous autour de la recherche du sel. De ce sel. Bon, alors, ensuite, est-ce qu'ils réussissent à l'isoler? Mais tout ça, alors, d'abord, ce que l'on n'a peut-être pas précisé, c'est qu'entre la voie courte et la voie longue, c'est une question de temps, hein, et de liquidus. Hein. La voie longue, c'est une voie de Mercure, l'autre, c'est une voie courte, ce qu'on appelle la voie royale. Alors, il y en a une qui se fait en 3 jours, l'autre qui se fait en 7 mois. Donc, c'est déjà un problème de temps. Mais ça, on le retrouve. Quand on lit bien Philalèthe, tout ça, c'est expliqué. Moi, je l'ai, disons, distillé de tout ça, mais je ne l'ai pas pratiqué. C'est expliqué. C'est expliqué. Il suffit d'aller les lire. Si tu ne vas pas lire, chercher ça dans les traités, tu ne trouves pas. Hein. On revient à ce qu'on disait, il faut aller voir ceux qui savent en parler. Oui, et en partant déjà de transmutations célèbres de façon à remonter et être bien sûr que ce sont des adeptes. Oui. Ah oui, ah oui. Tu as parlé du mercure philosophique, c'est ce que les anciens appelaient le mercure des sages? Alors, le mercure, oh là, c'est très compliqué parce que quand ils disent le mercure, bon, ben c'est le mercure. Le vif Mais argent. notre mercure, c'est pas le mercure. Le mercure des sages, c'est encore autre chose. Hein. Et le mercure C'est philosophique. là le piège où, avec un mot, ça veut dire 36 choses. Hein. Le soufre, notre soufre, le soufre philosophique, etc. C'est encore des choses différentes. Bon, il faut comprendre ces astuces, mais une fois que tu as compris le système de codage, Oui. ouais, ça se décode très facilement. Ça se décode. Après, il suffit Et d'ouvrir un peu les yeux et les oreilles. Oui. Et celui dont tu as parlé, là, la deuxième phase de la préparation de la matière, Oui. tu l'as appelé mercure philosophique. Oui, eh bien, le mercure philosophique, c'est une préparation du mercure, mais avec le sel. Et puis ensuite, il devient animé quand on lui met l'or. À ce moment-là, il va vivre, il va copuler. C'est le mâle et la femelle, c'est le roi et la reine, Voilà. c'est grave. Et là, on est proche de la teinture, de la poudre de Eh ben, projection. après, dans l'œuf, c'est une question de temps pour que l'enfant puisse naître. Oui. Et une fois qu'il est là, comme il n'a pas de pouvoir transmutatoire, on le remet dans le ventre de sa mère, on le remet dans du mercure philosophique, il refait son circuit, etc. Et puis c'est là où on a premier degré, deuxième degré, Oui, troisième degré, etc. Puis on arrive à l'élixir, etc. Voilà. Jusqu'à ce que... Mais ça, la Philalèthe, pierre- il suffit de lire les anciens. suffit de lire Philalèthe les a bien anciens. expliqué. Philalète, cosmopolite d'Espagnol, décodez-moi. Mais alors, il mélange la voie courte, la voie longue. Et puis, avec, évidemment, il faut savoir ce que ça veut dire. Quand il parle de notre aimant, c'est pas l'aimant, c'est l'aimant des sages. C'est tout des subtilités. Travail de patience. Travail. Décode. Tu as parlé de la voie longue et courte. J'imagine que la courte, c'est la voie sèche. Oui, La longue, c'est la voie humide. oui. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes temps. Tu en as Non, parlé. non, Une c'est qui dure pas le même 7 temps. mois. 7 mois de préparation, de cuisson, de transformation, Oui, de préparation de la matière. en gros, 3 mois le noir, 2 mois le blanc. Et le Et reste ensuite, rouge. ça évolue jusqu'au rouge. Et la voie D'après ce sèche. qu'ils disent. Hein, Et la voie sèche, pour ceux qui Ah, suivent bah, la les voie traités sèche, et qui ça, savent, qui connaissent les matières. C'est la même chose, mais seulement. C'est la même chose, non, c'est pas 7 mois la voie sèche. Ah non, 3 jours. 3 jours, La voie des 3 jours. Oui. d'accord. Ah oui. Et c'est Et la c'est même... la même chose, il faut en faire 3 jours. Enfin, Ah oui. non, en réalité, d'après ce qu'ils disent, c'est que ça ralentit à chaque tour. À chaque étape, oui, d'accord. Ouais, chaque étape. Et ensuite, une fois que tu as cette poudre, cet élixir, Bah, c'est la projection. tu en prends un grain. Pour La autant projection, à bien mettre dans de la cire, comme ils disent, sinon ça te fait... pour que ça diffuse Ah oui, pour lentement. que ça diffuse, et puis voilà. Et ça se fait à température presque ambiante ou un peu... Ah bah non, parce Non qu'il faut chauffer le mercure quand même. Hein. Il faut quand même le chauffer. Ah oui. Là, il faut peut-être pas rester trop dans une pièce fermée, parce que on peut se refaire des bronches. Hein. Eh bien, Daniel, tu nous livres quantité de distillation de tes recherches, du travail des anciens, et tu nous as livré là quantité de choses. Donne-nous, si tu veux bien, pour les auditeurs de cette, ou pour les jeunes qui se perdent ou qui se cherchent dans l'alchimie, un secret. Oh, mais le secret, c'est simplement de découvrir tout ça
c'est une grande science, c'est la science divine, et que cette science, où l'homme est déjà arrivé un jour à cette fin. La preuve, on n'aurait pas cette technique qui nous aurait été transmise si elle n'avait pas été inventée. Oui. Avec nos connaissances actuelles, on ne pourrait pas inventer ce procédé complètement farfelu. D'accord. Bon, alors, donc, ça a été transmis de façon particulière. Si on veut comprendre, il faut aller chercher chez les adeptes, chez ceux qui ont reçu cette connaissance et qui veulent se faire reconnaître et qui, de fait, présentent l'état de leur recherche. L'état de leur recherche. Mais ils l'ont codé, alors il faut décoder, c'est une gymnastique, c'est un travail de sélection de mots, etc. Il faut voir comment ils jouent avec ça, parce que c'est plein de pièges, mais celui qui a eu l'habitude de la gymnastique d'esprit, il s'y retrouve très vite. Hein. Alors, cette source, elle est là. Mais ne pas oublier que l'alchimie ne peut pas être en contradiction avec notre science. S'il y a une contradiction, c'est faux. D'accord. Donc on n'est pas dans la magie, dans les trucs fumeux. C'est pour ça que je dis, attention, la science quantique maintenant, ou même d'Einstein, hein, LM C2, C2 c'est la vitesse de la lumière, mais c'est le temps. Oui, oui, oui. Hein, donc, c'est ça, c'est ça la clé. Un secret, le secret que tu confies, c'est le secret que confiaient les anciens. Mais oui. C'est-à-dire étudier les textes des adeptes anciens qui sont parvenus à travers les siècles. Les digérer. Les intégrer, les digérer et travailler. Oh, c'est un gros travail. Et travailler. C'est un gros travail. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que... Enfin, c'est intéressant tout ce que tu dis. Si. Non, tu dis que la transmutation, à la fois la préparation de la pierre philosophale et la transmutation des métaux, qui sont donc deux choses qui aujourd'hui ne sont pas connues, sont même dénigrées, ce qui se passe dans un domaine que la science d'aujourd'hui a oublié, mais ça n'est pas contradictoire pas du tout avec les lois de la nature. On a oublié le temps. On a oublié le temps. Il faut toujours un certain temps pour que la chose se fasse. Oui. Hein, même les préparations de maintenant. Mais des préparations de 7 mois, on ne connaît pas. Hein. Oui, il faut le temps. Oui. Il faut le temps. Oui. Et le monde métallurge, il est lent, très lent. Hein. Saturne, c'est très long. C'est très lent. Peut-être un dernier mot qui me vient, là, si tu veux bien, Daniel, dont on n'a pas parlé. On dit que les alchimistes, c'est les philosophes par le feu. Oui. Bah, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu, mais le feu est une lumière que peut-être qu'on ne voit pas beaucoup. Hein. Le feu est une lumière qu'on ne voit pas beaucoup. L'infrarouge, il faut des fois des lunettes pour voir qu'est-ce qui se passe. ou toucher. D'accord. Non, mais c'est une lumière invisible qui est pas inintéressante à... Est-ce que ça rentre dans ce que certains appellent les feux secrets, les feux internes, les feux... Mais non, parce que toutes les matières ont leur feu. Toutes les matières ont leur feu, oui. Ah oui. Sinon, elles n'existeraient pas. Oui. Là, on rentre dans le domaine du vivant, et c'est une autre conversation. Merci beaucoup, Daniel, pour cette partie de notre rencontre sur l'alchimie.